Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire face à une anémie. Nous reviendrons tout d'abord sur la définition de l'anémie et ferons ensuite quelques rappels sur des notions essentielles de physiologie. Ensuite, je vous expliquerai quand suspecter une anémie sur mon patient, mais aussi comment classifier une anémie. Nous verrons comment interpréter la numération formule sanguine et quand faire un frottis sanguin. Je vous indiquerai aussi si vous devez toujours faire une biochimie lors d'anémie et si vous avez un intérêt à prélever de l'urine. Enfin, nous verrons aussi comment savoir si l'anémie est hémolytique, l'intérêt du test d'agglutination sur l'âme et du test de Coombs et quand réaliser un prélèvement de moelle osseuse. Alors, vaste programme, donc surtout si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. L'anémie est une diminution de la masse d'érythrocytes dans le corps. Le taux d'hématocrite, la concentration en hémoglobine et le nombre d'érythrocytes sont inférieurs à leur valeur normale de référence. L'anémie est l'une des anomalies cliniques les plus courantes en médecine vétérinaire et il est important de savoir réagir face à une lignée rouge modifiée. Les érythrocytes sont produits par le processus d'érythropoïèse en réponse à une hormone, l'érythropoïétine ou EPO. Cette dernière est principalement produite par les reins, bien que le foie ait aussi des capacités d'érythropoïèse. Une production accrue d'EPO est stimulée par l'hypoxémie et l'hypoxie. Les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse se différencient progressivement en plusieurs précurseurs des globules rouges jusqu'à former des réticulocytes. Les réticulocytes sont des globules rouges immatures anucléés. Ils se forment en réponse à l'érythropoïétine en 3 à 5 jours, puis se développent en érythrocytes matures en 3 à 4 jours supplémentaires. La durée de vie normale d'une hématie chez le chien est de 110 à 115 jours. Les globules rouges des chats ont une durée de vie plus courte, de 70 à 75 jours. Les hématies sont éliminées de la circulation par le système phagocytaire mononucléaire de la rate, du foie et de la moelle osseuse, à mesure que des dommages liés à l'âge se produisent. Les signes cliniques varient en fonction de la cause sous-jacente, de la gravité et de la durée de l'anémie. Les patients souffrant d'anémie chronique peuvent présenter des signes cliniques légers par rapport à ceux qui ont une anémie aiguë, car les premiers développent des mécanismes compensatoires pour atténuer l'hypoxie tissulaire due à la baisse du taux d'hémoglobine. Les patients ayant perdu rapidement 15 à 25% de leur volume sanguin ou de leur masse de globules rouges peuvent entrer en choc, tandis que ceux avec une diminution plus lente du volume sanguin peuvent n'avoir aucun signe au début. Les signes cliniques ne suffisent donc pas à diagnostiquer une anémie. La numération formule sanguine est la première étape essentielle. Il existe plusieurs systèmes de classification de l'anémie. L'anémie peut être classée par type étiologique. 3 grandes catégories d'anémie existent en fonction de l'étiologie. L'anémie par perte sanguine, par destruction accrue des érythrocytes et par baisse de production. L'anémie peut également être classée selon la réactivité de cette moelle osseuse. L'anémie régénérative est définie comme une diminution de la masse d'érythrocytes circulants accompagnée d'une augmentation compensatoire appropriée de la production d'érythrocytes avec libération de réticulocytes en quantité suffisante par la moelle osseuse. L'anémie non régénérative se produit lorsque la masse d'érythrocytes circulants est réduite en l'absence d'une réponse adéquate de la moelle osseuse. Une réponse régénérative prend 3 à 5 jours après le début de l'anémie. Il est donc nécessaire d'attendre un temps suffisant pour déterminer si l'anémie est véritablement non régénérative. Le volume globulaire moyen ou VGM est une mesure de la taille moyenne d'un globule rouge. Dans l'anémie microcytaire, les globules sont petits et le VGM est bas. Dans l'anémie normocytaire, les hématies sont de taille normale. Dans l'anémie macrocytaire, elles sont grandes et le VGM est élevé. La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, dite CCMH, quantifie l'hémoglobine par rapport au volume des érythrocytes. Les hématies avec une hémoglobine diminuée sont hypochromiques. L'anémie peut également être classée en fonction de la sévérité et de la durée d'évolution. Les patients souffrant d'anémie chronique présentent souvent des signes cliniques plus légers par rapport aux patients atteints d'anémie aiguë.
L'hématocrite peut être normal chez les patients présentant une hémorragie suraiguë. Les protéines totales peuvent être un indicateur plus sensible d'hémorragie que l'hématocrite dans les stades initiaux. La contraction de la rate en réponse à une hémorragie peut stabiliser l'hématocrite au début, malgré une perte importante de volume sanguin. Le dosage des protéines totales n'est pas affecté par la contraction splénique et diminue avec la perte de sang. A l'inverse, il peut être normal ou légèrement augmenté dans les cas de destruction accrue ou de production réduite de globules rouges. L'interprétation de l'hématocrite et des protéines totales est donc la première étape diagnostique lors d'anémie. Si les deux sont diminués, un bilan de coagulation et une recherche de saignement par imagerie sont indiqués. La seconde étape dans l'interprétation de l'hémogramme est la lecture des indices érythrocytaires. De nombreuses anémies non régénératives sont normocytaires et normochromes. Les anémies macrocytaires, normochromes, peuvent représenter le début de la régénération ou une érythropéièse défectueuse. Les anémies microcytaires hypochromes peuvent survenir en cas de carence en fer. On envisagera alors l'envoi d'un profil de fer sérique, une recherche de parasites sur les selles et une échographie abdominale afin de rechercher une cause de saignement digestif. La troisième étape est la numération des réticulocytes. Les réticulocytes ont un réticulum qui se teint en bleu avec des colorants comme le bleu de méthylène ou le bleu brillant crésyl. La mesure quantitative des réticulocytes est le test de laboratoire le plus important pour déterminer si l'anémie est régénérative ou non. Un pourcentage de réticulocytes supérieur à 1% indique une régénération, mais il doit être corrigé en fonction du degré d'anémie présent. La réalisation d'un frottis est toujours recommandée lors d'anomalies hématologiques. Les changements morphologiques des globules rouges sur un frottis sanguin peuvent aider à déterminer la cause sous-jacente de l'anémie. Le degré de polychromasie reflète la réponse de la moelle osseuse à l'anémie. Les polychromatophiles sont des globules rouges de grande taille teintés en bleu. La polychromasie est plus fréquemment observée dans les anémies régénératives et est fortement corrélée à la réticulocytose. La présence de sphérocytes peut être un signe d'anémie hémolytique à médiation immune. L'exposition à des oxydants tels que l'oignon, l'ail ou le paracétamol peut entraîner la formation de corps de Heinz ou d'excentrocytes. Le frottis permet également de détecter certains parasites, des hématies comme les bavésies, voire les mycoplasmes hémotropes. Les anomalies observées dans les paramètres biochimiques peuvent refléter la maladie sous-jacente. On l'a vu, une hypoprotéinémie concomitante à l'anémie peut être le reflet d'une hémorragie. Les patients atteints de maladies hémolytiques peuvent présenter une hyperbilirubinémie. Des paramètres rénaux élevés peuvent indiquer une maladie rénale sous-jacente. Une hypophosphatémie marquée peut entraîner une anémie hémolytique. C'est pourquoi le bilan biochimique est essentiel sur tout patient présentant une anémie. L'analyse d'urine est tout aussi importante que la biochimie. De l'hémoglobinurie peut être présente chez les patients avec hémolyse intravasculaire et de la bilirubinurie peut être détectée dans les cas d'hémolyse extravasculaire ou de maladie du foie. L'hématurie peut survenir en cas de troubles de la coagulation. D'autres anomalies peuvent être présentes en raison de troubles sous-jacents tels que la cétoacidose diabétique, la maladie rénale chronique entre autres. L'anémie peut résulter de la destruction des hématies et de leur élimination prématurée à cause de maladies médiées par le système immunitaire, de blessures oxydantes, de parasites, d'infections et de fragmentation mécanique des globules rouges. Les anémies hémolytiques sont en général normocytaires, normochromes, régénératives. Elles sont associées à une augmentation de la quantité de bilirubine circulante dans le sang et l'urine lors d'hémolyses extravasculaires et d'une augmentation de la quantité d'hémoglobine circulante dans le sang et l'urine lors d'hémolyses extravasculaires. L'anémie hémolytique à médiation immune ou HMI peut se produire comme un trouble primaire ou secondaire. Dans l'HMI primaire, aucune maladie sous-jacente ou facteur déclencheur n'est identifié. L'HMI secondaire peut se produire avec diverses maladies sous-jacentes, tout phénomène inflammatoire infectieux ou non, mais aussi tumoral peut être le déclencheur d'une attaque immunitaire.
Des recherches infectieuses sont indiquées par test rapide et en laboratoire, en PCR et ou en sérologie selon les pathogènes recherchés. Des radiographies thoraciques et une échographie abdominale peuvent également être réalisées pour rechercher les causes sous-jacentes de l'hémolyse à médiation immune. Un test d'agglutination sur l'âme peut être réalisé pour rechercher des signes d'anémie hémolytique à médiation immune. L'agglutination peut se produire en raison de l'agrégation des globules rouges médiés par des anticorps. Pour distinguer l'agglutination de la formation de rouleaux, déposez une goutte de solution saline physiologique sur une goutte de sang entier en EDTA. La solution saline devrait disperser la formation de rouleaux. Si l'agglutination persiste, les globules rouges peuvent être lavés dans une solution saline, puis le test peut être répété. L'agglutination persistante peut indiquer une anémie hémolytique à médiation immune. Il est à noter que les patients ayant reçu une transfusion sanguine dans les 5 à 7 derniers jours peuvent avoir un test d'agglutination sur l'âme positif. Des aspirations ou des biopsies de la moelle osseuse peuvent être réalisées pour rechercher d'éventuelles causes de l'anémie, surtout en cas d'anémie non régénérative persistante. La production d'érythrocytes peut être réduite dans de nombreuses situations, comme une maladie inflammatoire chronique, une maladie rénale chronique, une hypothyroïdie, un hypoadrénocorticisme, une infection par le FELV, le FIV, le parvovirus, Babesia, Ehrlichia, mais aussi lors d'infiltrations néoplasiques de contact avec des toxiques ou des médicaments. Une forme immunitaire d'anémie centrale est également observée chez le chat et appelée aplasie érythroïde isolée. L'évaluation de la moelle osseuse permet d'analyser la présence de divers agents infectieux, des néoplasmes de la moelle osseuse ou des métastases, de la nécrose médulaire, une aplasie érythroïde isolée, de la myélodysplasie, de la myélofibrose et des troubles myéloprolifératifs. J'espère que vous êtes désormais incollables sur l'anémie. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. À bientôt!